C'est grave. Encore une fois, le Burkina Faso a frôlé le chaos. Le capitaine Ibrahim Traoré a failli être renversé. Une tentative de coup d'État a été déjouée. Et ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses, les noms, les rôles, les méthodes, les trahisons, personne ne vous l'a encore dit aussi clairement. Dans cette vidéo, nous allons tout déballer. Ce que les communiqués officiels n'ont pas dit, ce que les rumeurs ont déformé, ce que les acteurs eux-mêmes ont avoué. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre va vous surprendre. Mise en contexte. Première question. Pourquoi le Burkina Faso est-il encore la cible d'une tentative de déstabilisation? Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel vit le Burkina Faso depuis quelques années. Le pays est engagé dans une guerre contre le terrorisme, une guerre qui exige une chaîne de commandement solide, une armée unie et un leadership fort. Toute fissure dans cette unité est une porte ouverte pour les ennemis, internes comme externes. Ibrahim Traoré est au pouvoir depuis son coup d'État de septembre 2022. Il a fait des choix géopolitiques tranchants, rupture avec la France, rapprochement avec la Russie, fermeture de bases militaires étrangères. Ces choix lui ont valu des ennemis. Certains en Afrique, certains en Europe, certains même au sein de sa propre armée. Des officiers qui n'ont pas digéré ces revirements, ou qui ont été contactés par des réseaux qui avaient intérêt à le voir tomber. C'est dans ce contexte que des hommes, tapis dans l'ombre, ont commencé à tisser une toile invisible, construite sur des applications cryptées, des messages éphémères, de l'argent liquide et des codes. Une toile qui a failli fonctionner. La question que tout le monde se pose. Deuxième question. Qui a orchestré ce complot et depuis où? C'est la question centrale. Et la réponse est à la fois simple et troublante. L'homme qui aurait tiré les ficelles depuis l'extérieur est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaré Damiba. Oui, vous avez bien entendu. L'ancien chef d'état-major, celui que Traoré avait lui-même renversé en 2022. Un homme qui n'avait visiblement pas dit son dernier mot. Damiba opérait depuis l'étranger. Ses communications passaient par des numéros togolais. Il utilisait des applications cryptées, Zangui et Signal, pour contacter ses recrues au Burkina Faso. Et il ne parlait jamais clairement au début. Il y avait une progression calculée. D'abord des échanges d'innocents, des nouvelles, des comment tu vas, puis progressivement des colis, des missions, et enfin des instructions directes. Ce qui est frappant, c'est la sophistication de la méthode. Damiba avait attribué des rôles précis à différentes personnes, et lui seul connaissait l'ensemble du dispositif. Chaque homme ne connaissait que sa partie de la chaîne, un système en cellule, comme dans les réseaux d'espionnage classiques, ce que personne ne cherchait à savoir au début. Troisième question, qu'est-ce que les drones venaient faire dans tout ça? Voilà quelque chose que peu de gens ont compris au premier regard. Pourquoi l'une des premières missions confiées à un des complices était-elle d'éliminer le commandant de la base des drones? La réponse est stratégique, et elle révèle que ce complot n'était pas improvisé. La base des drones de Saponé, ou Sapoli, dans le langage des conjurés, est une installation militaire clé. Les drones représentent les yeux et le bras armés du gouvernement depuis les airs. Si vous voulez lancer une opération militaire contre un régime, si vous voulez faire entrer des unités en action sans être abattues depuis le ciel, vous devez d'abord neutraliser les drones. C'est exactement ce que Damiba avait compris. Dans son plan, il fallait d'abord couper la tête du pasteur, le commandant de la base, pour rendre les drones inopératifs. Sans drones en l'air, les unités terrestres pouvaient agir. C'était la clé de voûte du plan. Ce détail seul vous dit que nous ne parlons pas ici d'une tentative bâclée. Nous parlons d'un plan militaire réfléchi, avec une analyse des forces en présence, des points faibles identifiés et une tactique pour les exploiter. Le maillon humain, la trahison de l'intérieur. Quatrième question. Comment des officiers burkinabés en activité ont-ils pu se laisser embarquer dans ce complot? C'est là que l'histoire devient vraiment humaine et vraiment troublante. Prenons le cas du capitaine Kati Prosper, un officier de l'armée de l'air, en service à l'état-major, issu de la 17e promotion de l'académie militaire Georges Namano. Un homme formé, instruit, responsable, et pourtant, comment un tel homme finit-il par se retrouver impliqué dans une tentative de coup d'État? La réponse, c'est la progression lente. Damiba ne lui a pas dit dès le premier appel « Je veux que tu tues quelqu'un ». Non, il a d'abord établi un lien. Il a utilisé un intermédiaire, le capitaine Rago David, dit le roi David, en poste au Ghana, pour approcher Kati. Les premiers échanges sur Signal étaient anodins. Ils parlaient entre anciens et jeunes, comme des camarades. Ils prenaient des nouvelles, rien d'alarmant. Puis les instructions ont changé. Installer des messages éphémères de 30 secondes. Supprimer les conversations au bout de 10 minutes. Ce sont des comportements qui montrent une conscience du risque, une tentative d'effacer les traces. Et Kati a suivi. Puis est venu le colis. Un colis dont on ne lui a pas dit la nature. Il devait juste récupérer quelque chose d'une personne et le transmettre à une autre. Par l'intermédiaire de son frère Robert, il s'est exécuté. Et quand il a ouvert le colis avant de le transmettre, 8 millions de francs CFA en liquide. Il a pris une décision qui en dit long sur l'état d'esprit du moment. Il en a gardé 3 millions pour lui et n'a transmis que 5 millions. C'est une trahison dans la trahison. Même dans le camp des conjurés, il y avait de la méfiance, de la cupidité, de l'opportunisme. Et c'est le 2 janvier au soir que tout est devenu clair. Damiba a appelé Kati pour lui donner sa mission finale. Neutraliser le commandant de la base des drones, couper la tête du pasteur. C'est à ce moment précis que Kati a réalisé, ou aurait dû réaliser, l'ampleur de ce dans quoi il s'était enfoncé, ce que la méthode révèle sur la profondeur du complot. Cinquième question. Ce complot était-il vraiment organisé, ou s'agissait-il d'une tentative improvisée? Les éléments que nous avons détaillés jusqu'ici donnent une réponse très claire. Ce complot était organisé.
Plusieurs semaines de préparation, des contacts établis bien en amont, un réseau cloisonné où chaque opérateur ne connaît que son rôle, des applications cryptées utilisées de manière professionnelle, une analyse stratégique qui cible d'abord les capacités de surveillance aérienne, une distribution d'argent pour acheter les loyautés, et un timing précis. L'action était fixée au 3 janvier à 23 h. Rien de tout cela n'est le fruit d'une improvisation. Damiba, ou ceux qui le conseillaient, avaient une connaissance fine du dispositif militaire burkinabé. Ils savaient où frapper en premier. Ils savaient quel point névralgique neutraliser. Et c'est pour cette raison que la mise en échec de ce complot est, en soi, une réussite sécuritaire. Parce qu'identifier et déjouer un réseau aussi bien structuré, à quelques heures du passage à l'action, demande un renseignement efficace et des agents infiltrés, ou des complices qui ont parlé à temps, la question que tout le monde évite. Sixième question. Y a-t-il eu des complicités externes? Et si oui, de qui? C'est la question que les autorités burkinabées n'ont pas encore répondu officiellement de manière exhaustive. Mais les indices dans le témoignage du capitaine Kati pointent vers plusieurs directions. D'abord, Damiba opérait depuis l'étranger, avec des numéros togolais. Cela soulève une question. Opérait-il seul? Ou avait-il des soutiens logistiques sur place dans un pays voisin? La nature même de ces communications, numéros étrangers, applications cryptées, messages éphémères, suggère qu'il n'était pas seul à gérer la coordination. Ensuite, la présence du capitaine Wrago David au Ghana comme intermédiaire pose une autre question. Est-ce un exil volontaire? Est-ce une couverture? Travaillait-il seul ou au sein d'un réseau plus large d'officiers en diaspora qui rêvent de l'œuvre d'un retour au pouvoir? Et au-delà des acteurs individuels, qui a financé? 8 millions de francs CFA distribués à un seul maillon de la chaîne, c'est une somme. Si chaque opérateur du réseau recevait un montant similaire, cela représente un financement significatif. D'où venait cet argent? Ces questions restent ouvertes, et leur réponse déterminera si ce complot était une affaire burkinabé, entre officiers frustrés, ou le bras visible d'une manipulation extérieure plus large. Suite, témoignage du capitaine Kati Prosper, tel que diffusé au journal de 20 h. D'état déjoué du 3 janvier 2026. Les aveux des complices au Possumuru se poursuivent dans votre 20 h. Nous vous proposons le témoignage du capitaine Prosper Kati. Il était chargé de neutraliser le commandant de la base des drones de Sapone. Suivez. Je suis le capitaine Kati Prosper, de la 17e promotion de l'académie militaire, Georges Namano de Pau, en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026, suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaré Damiba, avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelques fois sur Zangui pour prendre mes nouvelles, sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. D'état du premier coup de téléphone. Il a dit oui à une application, puis à quelques échanges anodins, puis à la récupération d'un colis dont il ignorait le contenu. Et c'est seulement au moment où il a ouvert ce colis et découvert les 8 millions qu'il a compris, ou qu'il a choisi de comprendre dans quoi il s'était engagé. Et même à ce stade, au lieu de se retirer et de dénoncer, il a fait quelque chose de révélateur. Il a gardé 3 millions pour lui, avant de transmettre le reste. Ce geste dit tout. Il ne s'agissait plus d'un homme pris au piège malgré lui. C'était un homme qui avait choisi son camp, tout en essayant de tirer profit de la situation pour lui-même. Une trahison calculée, teintée de cupidité, et enveloppée dans la lâcheté du déni. Ce profil psychologique, l'officier qui bascule progressivement, qui se laisse embarquer par petites étapes, qui ne perçoit le danger que lorsqu'il est déjà trop impliqué pour reculer, est l'un des plus courants dans les tentatives de déstabilisation des régimes africains. Et c'est précisément pour cette raison que les services de renseignement efficaces ne cherchent pas uniquement à identifier les comploteurs au moment du passage à l'action. Ils cherchent à identifier les vulnérabilités humaines bien en amont, les officiers mécontents, les hommes endettés, les soldats écartés, les fonctionnaires frustrés, avant que quelqu'un d'autre ne les trouve et ne les exploite. La vraie question que cela pose pour le régime de Traoré, c'est celle de la cohésion interne de son armée. Si un officier en service à l'état-major de l'armée de l'air a pu être contacté, séduit et utilisé par un réseau externe sans que ses supérieurs ne s'en aperçoivent pendant des semaines, cela signifie qu'il existe des failles dans le système de surveillance interne. Des failles que d'autres réseaux, mieux organisés ou plus patients, pourraient exploiter demain. Ce n'est pas une critique du gouvernement, c'est une réalité structurelle à laquelle font face tous les régimes issus de coups d'État. Par définition, ils ont pris le pouvoir par la force, et ils savent mieux que quiconque que la force peut aussi les renverser. Gérer cette menace permanente tout en menant une guerre contre le terrorisme, tout en reconstruisant une économie sous pression, tout en maintenant une légitimité populaire, c'est un exercice d'équilibriste d'une difficulté extrême. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que malgré toutes ces contraintes, le renseignement burkinabé a réussi à déjouer le complot. Des arrestations ont eu lieu le 2 janvier, soit la veille du passage à l'action prévue. Cela suggère que des informations ont filtré suffisamment tôt pour permettre une réaction. Soit un des complices a parlé, soit une surveillance électronique a permis d'intercepter des communications malgré l'utilisation d'applications cryptées, soit un agent infiltré dans le réseau a transmis l'alerte au bon moment. Dans tous les cas, ce succès opérationnel mérite d'être souligné, même si la menace globale reste loin d'être éteinte. Revenons maintenant à Damiba lui-même, parce qu'il est impossible de comprendre ce complot sans comprendre l'homme qui en était, selon toute vraisemblance, le cerveau. Paul-Henri Sandaogo Damiba est un officier burkinabé
qui a lui-même accédé au pouvoir par un coup d'État en janvier 2022, renversant le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il a gouverné pendant moins d'un an avant d'être lui-même renversé par Traoré en septembre 2022. Depuis, il vit en exil. Il n'a jamais officiellement renoncé à ses ambitions politiques. Et dans les cercles militaires africains, un homme comme Damiba ne disparaît jamais vraiment. Il attend, il observe, il reconstruit. Ce qui est fascinant et inquiétant dans la méthode qu'il a utilisée cette fois, c'est qu'elle reflète une profonde connaissance du terrain burkinabé. Il savait quels officiers contacter. Il savait quelles applications utiliser pour éviter la surveillance. Il savait quel point stratégique frapper en premier, la base des drones de Saponé. Et il savait fixer une heure d'action précise, coordonnée entre plusieurs cellules. Cela ne ressemble pas à un homme isolé qui tente sa chance depuis l'exil. Cela ressemble à un homme qui a continué à travailler, à planifier, à recruter, avec des ressources et des soutiens que nous n'avons pas encore pleinement identifiés. La question du financement reste entière. Distribuer des millions de francs CFA à travers un réseau de comploteurs, organiser des communications sécurisées à travers plusieurs pays, maintenir des contacts dans l'armée burkinabé depuis l'étranger, tout cela a un coût. Et ce coût dépasse largement les moyens personnels d'un officier en exil, aussi bien connecté soit-il. Quelqu'un a mis la main au portefeuille, quelqu'un avait intérêt à voir Ibrahim Traoré tomber. Et cette question, qui a financé ce complot, est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'elle permet de remonter jusqu'à la source réelle de la déstabilisation. Sans réponse à cette question, on peut déjouer un complot, arrêter des exécutants, diffuser des aveux à la télévision nationale, et pourtant rester fondamentalement vulnérable, parce que celui qui a financé ce complot en financera un autre, peut-être plus discret, peut-être mieux organisé, peut-être avec des hommes plus déterminés et moins enclins à soutirer de l'argent au passage. Il faut aussi parler de l'impact de ces révélations sur la population burkinabé, parce que chaque tentative de coup d'État, même déjouée, laisse des traces dans la psychologie collective d'un peuple. Elle rappelle à chaque citoyen que l'instabilité est permanente. Elle fragilise la confiance dans les institutions. Elle nourrit les rumeurs, les théories du complot, les peurs. Et dans un pays qui lutte déjà contre le terrorisme, contre la pauvreté, contre les déplacements de population, contre l'insécurité alimentaire, cette charge psychologique supplémentaire n'est pas négligeable. En même temps, il faut reconnaître que la diffusion publique des aveux du capitaine Kati Prosper est un choix politique délibéré du pouvoir en place. En montrant les visages des comploteurs, en faisant entendre leur voix, en détaillant leurs méthodes, le gouvernement envoie plusieurs messages simultanément. Il dit à ses partisans, nous sommes forts, nous avons déjoué le complot, nous contrôlons la situation. Il dit à ses adversaires potentiels, nous vous voyons, nous vous entendons, et nous n'hésiterons pas à vous exposer publiquement. Et il dit à la communauté internationale, nous avons des ennemis, nous sommes sous pression, et nous avons besoin que notre souveraineté soit respectée. Cette communication par l'aveu public est une stratégie rodée dans les pays qui vivent sous la menace permanente de déstabilisation. Elle a ses avantages, la transparence partielle rassure une partie de la population, mais aussi ses risques. En révélant trop de détails sur les méthodes utilisées par les comploteurs, on peut paradoxalement fournir un mode d'emploi à de futurs conspirateurs. En surexposant certains noms, on peut créer des martyrs. Et en donnant l'impression que tout est sous contrôle alors que des acteurs clés sont encore en liberté, on peut provoquer un retour de flamme dévastateur si une nouvelle tentative réussit. Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso traverse une période charnière. Ibrahim Traoré a survécu à ce complot. Mais sa survie politique à long terme ne dépend pas uniquement de sa capacité à déjouer les complots. Elle dépend de sa capacité à transformer une armée traversée par des tensions internes en une institution véritablement soudée derrière un projet national. Elle dépend de sa capacité à offrir à ses soldats, y compris ceux qui pourraient être tentés par les appels de Damiba ou d'autres, une raison de rester loyaux, qui soit plus forte que l'argent, plus convaincante que la nostalgie d'un ancien régime, et plus durable que la peur des représailles. C'est le vrai défi. Pas le complot du 3 janvier, mais ce qui vient après, la reconstruction de la confiance, l'unification des rangs, et la capacité à montrer concrètement que le projet de souveraineté porté par Traoré peut produire des résultats visibles pour le peuple burkinabé, sur le terrain sécuritaire, économique et social, parce que les complots ne naissent jamais dans le vide, ils naissent dans les frustrations non adressées, dans les promesses non tenues, dans les espoirs déçus. Et tant que ces terrains fertiles existent, des hommes comme Damiba, ou ceux qui le financent, continueront à y semer leurs graines empoisonnées. La vigilance ne suffit pas, il faut aussi construire.